Bienvenue dans ce numéro 70 de Star Nation News. Une édition spéciale portant ce numéro 70. Dans ce numéro, je partagerai mes impressions sur toutes les nouvelles qui ont été partagées dans les dernières Star Nation News. Il est bon parfois de faire une pause et d'examiner un peu ce qui se passe dans la galaxie et sur Terre. Je vous emmènerai ensuite dans la constellation du Grand Chien pour découvrir une nouvelle espèce et une culture, les Ashun, où ils vous expliqueront leur mode de vie, leurs origines et leurs activités. Ils ont des habitudes sociales très spécifiques que vous trouverez intéressantes. Donc pour cette semaine, eh bien, c'est un grand changement dans cette galaxie, étant donné que le quartier général des Sicars a été repris par l'Alliance galactique, et plus particulièrement par l'Alliance galactique unie de Nataru. Pourquoi unie? Parce qu'elle a noué des liens avec l'Empire Anar. Qui est l'Empire Anar? C'est l'Empire Anunnaki, ou appelé le Vieil Empire. Il est toujours dirigé par un immortel, un vieil immortel sans âge, du nom d'Anu, qui ne donne vraiment pas son trône. L'héritier du trône est le prince Ea. Le prince Ea était connu pendant les jours de l'expédition Terre, le Kashkal, comme Enki, le gardien de Ki, et qui signifie dans l'ancienne langue Ne ou En, soit gardien ou maître ou dirigeant, davantage dans le sens de gardien. Et c'est toute l'ancienne langue Anar qui a été traduite dans les langues d'Orion ultérieures. Pourquoi Orion? Parce que l'Empire Anar, commençant dans la constellation du Bouvier autour de l'étoile Arcturus, s'est déplacé vers le système stellaire Sirius B, qui n'est pas très loin de la zone d'Orion, et s'est étendu à la zone d'Orion par une alliance avec une reine Sicar, qui à l'époque, il y a environ des millions d'années, était la gardienne de nombreux territoires dans la constellation d'Orion, la zone d'Orion. Appelons-la zone parce que constellation est un terme qui est plus précis. Quand vous regardez le ciel, l'arrangement visuel des étoiles d'un monde donné. Ce n'est pas, en fait, la reine blanche, l'impératrice de l'Empire Sicar, dont nous parlons. C'est une reine locale. L'Empire Sicar, qui était et qui est toujours, d'une certaine manière, bien qu'il soit vaincu, sur un fonctionnement d'un système de semi-ruche. Ce n'est pas une conscience de ruche. Les Sicars ont une conscience individualisée, mais ils sont interfacés à une reine. Ce sont des reptiliens et ils se reproduisent par des œufs. Il y a différentes castes et différentes espèces parmi les reptiliens Sicars. Certains peuvent avoir des rapports sexuels avec des mammifères, des espèces de mammifères, mais il n'y aura pas de progéniture. Pour faire des progénitures, vous devez transcender l'ADN de la femelle, humaine ou de toute autre espèce, le transformer, non transcender. Ce n'est pas le bon terme, ce n'est pas exact. Il s'agit en fait de transformer la génétique de son utérus pour pouvoir accueillir un œuf. Parce que les reptiliens ne naissent que d'œufs.
Donc c'est un peu de génétique, je ne vais pas m'y attarder, c'est tout un cours à ce sujet. Mais les Sicars ont une impératrice, une super reine, une reine supérieure qui est appelée la reine blanche. Et la reine blanche a des sous-reines dans différentes zones qui ont été neutralisées à ce jour. Et la reine Tia, au moment où les Anahim, ou Anunnaki comme nous les connaissons sur Terre, se sont déplacés vers la zone d'Orion, était à l'époque une reine locale, dépendante de la direction de la reine blanche d'Alpha Draconis. Tia était son nom, la reine locale Sicar d'Orion. Elle fut tuée par Marduk ou Marutuk, le fils d'Ea. C'est un peu une histoire de famille dysfonctionnelle avec ça. Parce que Marutuk a été repris par Yor, que nous connaissons sous le nom d'Enlil, le maître de commandement des armées, qui était le fils de Tia, la reine Sicar, et il a dirigé le fils d'Ea, Marutuk, pour aller du côté obscur. Nous sommes en plein dans Star Wars. Le côté lumineux, le côté obscur, la force, c'est de cela qu'il s'agit. La zone d'Orion, en fait, tout ce qui s'y est passé, et surtout les fameuses guerres d'Orion, ont donné la matière pour créer et écrire les films de la franchise Star Wars. Tout tourne autour des guerres d'Orion, qui se sont produites très tard, beaucoup plus tard, il y a environ 300 000 ans, en temps terrestre. N'importe quel endroit de l'univers a un temps différent. Donc, les guerres d'Orion ont inspiré l'écriture de Star Wars, un film de semi-divulgation. Il y avait l'Ordre Jedi, qui était le Conseil des Cinq à l'époque. Ne nous éloignons pas du sujet dont je veux vous parler. L'Empire Anar a maintenant fusionné par des accords de protection mutuelle avec l'Alliance Nataru, grâce au prince Ea, qui, bien que n'étant pas sur le trône de l'Empire, assiste son père dans les négociations diplomatiques, la vie et responsabilités diplomatiques. Anu est si vieux et ne s'en soucie pas de toute façon, mais Ea est beaucoup plus impliqué. Il est stationné dans le système Sol, en orbite haute de Jupiter, sur le vaisseau Nibiru, son vaisseau mère, son vaisseau. Et il vient de leur base, de là-bas, partant en mission diplomatique qu'il décide pour l'Empire. Il n'est donc pas toujours là dans ce système stellaire, et quand il est là, il me prévient, et nous nous rencontrons. Et c'est vraiment sympa de revoir mon vieil ami de nouveau. Quoi qu'il en soit. Le quartier général des Sicars a été repris par l'Alliance galactique unie de Nataru. Et les troupes qui y sont allées étaient des troupes des forces spéciales de la Fédération galactique des mondes, Ora Nataru Shari, très entraînées à la culture reptilienne Sicar, à la guerre et à la diplomatie. Elles sont vraiment spéciales, des forces spéciales qui ont été entraînées pour ce moment. Lorsqu'ils arrivèrent dans la capitale, dans Tuban IV, toute la capitale et la majeure partie de la planète ont été évacuées et tout était déserté. Contrairement au palais royal, le complexe impérial, je dirais que ce n'est pas un palais, c'est un complexe, l'impératrice Sicar, la reine blanche, était là avec sa cour rapprochée, et elle fut neutralisée et prisonnière dans son propre complexe. Elle est toujours là, mais elle est en voie d'évacuation.
Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il n'y aura plus aucune négociation. Des négociations ont déjà eu lieu lorsque la fédération a demandé diplomatiquement, pas gentiment, diplomatiquement, au gouvernement sicard, le gouvernement impérial comme il l'appelle, de se rendre. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Imaginez les Klingons dans Star Trek, ce sont les sicars pour vous. La reddition ne fait pas partie de leur vocabulaire, ni même de leur compréhension des choses. Que s'est-il passé ensuite? On est toujours en pleine négociation, même si ce n'est pas une négociation comme vous pouvez l'imaginer. C'est venez avec nous dans une installation qui est comme un monde carcéral ou mourrez. Que deviendra Tuban 4? Eh bien, vous devez imaginer une planète entière. Ce sont des milliards d'individus, de familles et de jeunes. Donc la planète sera réhabilitée pour ceux qui ont été évacués et qui veulent revenir et construire une nouvelle société positive. Mais la Reine Blanche, le cœur du problème de la conquête impériale sicard, ne sera plus là. D'une manière ou d'une autre. Ce qu'ils ont trouvé dans le complexe impérial, qui est énorme, il occupe au moins un quart de la planète. Vous pouvez imaginer ça. C'est un grand empire. Imaginez donc que le quartier général, qui n'est pas de la taille d'une ville provinciale, ils ont trouvé la nurserie des œufs impériaux. Vous savez, les abeilles. Parlons des abeilles. Bien que ce soit une ruche, une structure de ruche totale. Imaginez que c'est la même chose. Vous avez la reine, qui est la reproductrice et le noyau de conscience de la ruche abeille, la ruche d'abeilles. La reine pond des œufs pour toute la communauté des abeilles, et vous avez les fécondateurs, vous avez les ouvrières, vous avez les infirmières, vous avez différents sujets qui sont déterminés dans la fabrication des œufs, qui bénéficieront de cet ADN ou de ce produit chimique qui déterminera le rôle dans la caste. Vous imaginez ça donc. La reine Sicard a reçu des fécondateurs de la caste royale impériale. Ces mâles sont génétiquement différents. Ils sont blancs, grands et ont des ailes. Ils sont très très grands. Ce sont des êtres géants. La reine est géante, vraiment géante. Apparentée aux autres sicars que nous connaissons, qui mesurent environ 2 mètres 50 de haut. Ce sont les guerriers, les envahisseurs et les soldats que nous connaissons. Mais la caste impériale, ils sont beaucoup plus costauds et plus grands. Donc les œufs impériaux servent simplement à générer plus de castes impériales et aussi différents types d'ouvriers. Mais ensuite, lorsque nous voyons la différence avec les abeilles, c'est que ce n'est pas un système reproducteur pour l'ensemble de l'espèce, y compris les différentes castes. C'est seulement pour la caste royale. Maintenant, les sicars ne sont pas une conscience de ruche, comme les grilles, comme les abeilles, comme les fourmis. Ce sont des consciences collectives, interconnectées, individualisées. Comme les Altéans, par exemple. Ou dans le film Avatar, si vous voulez plus de références terrestres. Ils se reproduiront par rapport sexuel et les femelles sont les pondeuses. Donc, chaque caste, qui est une race de sicars, a ses propres femelles reproductrices. Elles n'ont pas de souveraine pour cela. Elles ont leurs propres femelles reproductrices et elles auront
des rapports sexuels avec eux. Les femelles restent sur les mondes, elles ne vont pas à la conquête. C'est un truc de mal. C'est pourquoi vous ne voyez que des sicars mâles dans les vaisseaux spatiaux, dans les conquêtes, etc. Il y a des espèces binaires, oui, il y en a. Donc voici pour les sicars. Parfois, vous avez diplomatiquement un gouverneur local, qui est la reine locale, parce que c'est une société matriarcale. Donc Tia, dans la zone d'Orion, était une souveraine comme la gouverneure d'une zone conquise. Elle offrait à l'empereur Anu de venir là-bas pour lui donner des territoires et avoir en échange une progéniture qui serait élevée par les sicars. Ce sera Yu ou Enlil, qui était à moitié sicar et élevé par les sicars, et qui est venu sur Terre dans l'expédition à bord du vaisseau Dea, Nibiru, avec sa cour sicar. Enlil était plus sicar qu'Anunnaki. Il était à moitié de naissance, mais davantage sicar parce qu'il a été élevé par eux et a agi comme eux. Il leur ressemblait. Je me souviens de lui parce que j'étais là. Il avait l'air effrayant, impressionnant, très dur, très grand, très musclé, très dur, très rude de visage. Je l'ai revu quand il a été jugé récemment, il y a quelques années. Il n'avait pas changé. Encore plus de mal dessinait l'âge sur son visage. Vous savez, il est maintenant sur un monde carcéral, très loin d'ici, donc vous n'entendrez plus parler de lui, sauf dans les archives historiques, bien sûr. Enfin, c'est ce qui se passe en ce moment, donc j'ai donné un peu de contexte, des raisons pour lesquelles l'Empire Anar a rejoint l'Alliance Galactique de Nataru quand il a été décidé d'aller dans les guerres sicars. Aussi, les Negumak ont rejoint la Fédération juste avant, et cela a rendu ce projet possible à ce moment-là. Les Negumak Nomopo viennent du système stellaire Antares, dans la constellation du Scorpion. Ils sont à peu près la culture principale là-bas, et ils mangent des reptiliens. C'est leur alimentation, c'est leur façon de manger. C'est dans leur culture et leur génétique de manger des reptiliens. Entre autres choses, ils sont carnivores, bien sûr. Ils aiment la chair sicar et naga. Dans mon dernier webinaire, 24, j'ai passé en revue la différence entre les sicars et les nagas, l'histoire des nagas sur Terre. Alors je vous invite à regarder mon crowdcast, webinaire 24. Eh bien, ce serait tout pour l'état de la galaxie en ce moment. Sur Terre, beaucoup de changements se produisent et le diviser pour mieux régner, que l'état profond avait installé comme une programmation dans beaucoup d'entre vous, est en train de mourir. Ils essaient tout ce qu'ils peuvent. Le mouvement woke, qui a été créé par la CIA, est maintenant sur le point de s'effondrer. Il a déjà commencé à s'effondrer, en particulier aux États-Unis, depuis que le président Trump est au pouvoir maintenant et fait un peu de nettoyage derrière l'état profond sortant. Donc cette vague se déploie en Europe, en Asie, et elle apportera une libération des pensées, de liberté d'expression, et Elon Musk travaille activement pour le bon avenir de l'humanité. Tout se fait, je veux dire. Il a été envoyé ici pour changer le visage de notre civilisation, pour faire de la civilisation terrienne une culture planétaire et dans la culture interstellaire. Il est le pont vers une civilisation de niveau 3 officiellement pour devenir membre de la Fédération Galactique des Mondes. Nous sommes donc dans une période de probation aussi. J'ai passé en revue toute cette adhésion à la Fédération Galactique dans mon webinaire 23 sur Crowdcast. Vous pouvez regarder ces deux webinaires
ils entrent vraiment dans tous les détails. Nous entrons dans la Fédération galactique des mondes et c'est en train de décomposer l'état profond. Vous savez, des accords ont été signés entre Eisenhower et la Fédération galactique des mondes en 1954 et un programme de coopération avait été lancé. Et maintenant, il est en cours d'achèvement. Nous parlons des humains de la Terre. Vous êtes en train d'entrer dans une communauté galactique qui vous accueille, les bras ouverts, le cœur ouvert. Vos familles stellaires, pour ceux qui ne sont pas d'ici, attendent de vous rencontrer physiquement. Et ce sera une ère fantastique d'âge d'or, de partage de technologie, de partage de sciences médicales, de sciences des transports. Et l'humanité de qui s'étendra dans le vaste univers sauvage. La galaxie est au-delà. Bien sûr, ça énerve les gens qui ont été programmés par les reptiliens, les Sicars, les Nagas, et les Gris, les Nébus, ici sur Terre, qui défendront leur programmation en disant que ce n'est pas une bonne chose et critiqueront la Fédération galactique des mondes et parleront de leur réticence d'un point de vue gris et reptilien. Mais ces gens n'ont pas de voix et n'ont aucune présence dans le futur, qui se trouve au-dessus de tout et devant vous. Quel que soit ce qu'ils disent, cela n'a aucune incidence. Et ce ne sont que des feuilles dans le vent emportées. Donc, tout ce que vous entendrez par les gens qui critiquent la Fédération galactique des mondes, ou disent qu'ils sont en désaccord au sein de la fédération ou d'une autre fédération, ou qui parlent de la Fédération de la Lumière, ce sont tous de vieux illusionnistes programmés et n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Des personnes basées sur un point de vue reptilien ou un point de vue de QHHT de gris, ils n'ont aucune idée. Aucune idée de la réalité. Aucune idée. Donc, à ce moment-là, vous avez développé votre discernement et je le sais. Donc, habitants de la Terre, je vous invite maintenant à découvrir une nouvelle culture merveilleuse de la constellation du Grand Chien, les Ashun. À la semaine prochaine. À la rencontre des nations stellaires. Constellation Grand Chien, système stellaire P78 d'Ordoric HD 47186, planète Ashuna, culture Ashun. HD 47186 est une étoile jaune avec une température moyenne. Il y a 2 planètes dans ce système qui abritent la vie, mais une seule d'entre elles, Ashuna, a développé une grande civilisation spatiale. Les Ashun ont été ensemencés par les Mora Triome dans le cadre du programme de terraformation des confédérations intergalactiques connues sous le nom des ensemenceurs. Les marqueurs génétiques et le comportement social des Ashun les distinguent de tout autre groupe humain de Nataru, suggérant une origine biologique extragalactique. De plus, les Ashun sont hermaphrodites et peuvent se reproduire sans partenaire.
Malgré leur apparence féminine, ils sont connus pour être asexués. Cependant, ils peuvent se rassembler en troupes pour pratiquer des jeux et des chevauchées érotiques, qui stimulent souvent leur fonction reproductive hermaphrodite. Ces fonctions peuvent se produire sans la participation à ces événements. Les Ashuns sont un peuple amical, pacifiste et hospitalier. Cependant, les visiteurs de leur monde se sentent souvent mal à l'aise et confus, car les Ashuns ne reconnaissent ni la propriété ni l'espace personnel. Sur leur monde, la vie en communauté est partagée à 100%. Même les enfants sont libres de vagabonder dès qu'ils quittent les crèches. L'éducation est particulière chez les Ashuns. Il n'y en a pas, à proprement parler. Cependant, sur Dordorik, de nombreuses bibliothèques holographiques sont accessibles à la population. Chacun peut venir à tout moment consulter les archives et apprendre grâce à des technologies avancées qui impriment les données directement dans le cortex cérébral. Ainsi, l'éducation est une question de libre arbitre. Pour résumer le mode de vie des Ashuns en un mot, ce serait la liberté. De Encyclopædia Galactica, Portrait des nations stellaires, un guide de la galaxie pour Starseed. Sur le site d'Elena Danaan, auteur, Encyclopædia Galactica, et sur Amazon en auto-édition. Gardez espoir. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan Official. Vidéo réalisée par Steph Zak.